Nous sommes en 1934. Pour rappel, Walt vient de transformer Disney en véritable marque internationale grâce à Mickey et à la puissance marketing de son frère Roy Oliver. Mais à l'époque, il a besoin d'un nouveau challenge. Il souhaite donc réaliser le tout premier long métrage d'animation. Un soir, il demande à ses équipes de revenir au studio et il leur raconte une histoire pendant près de 2 heures, en mimant chaque scène et chaque personnage. En réalité, il veut adapter l'un des contes des frères Grimm. Il s'agit d'un travail inédit. Les équipes s'occupent d'abord des storyboards, puis des dialogues, du script et des chansons. L'animation et la musique interviennent par la suite. Au cours de ce processus créatif, les 9 sages Disney, un cercle très fermé d'animateurs, travaillent sur le projet. Ce sont eux qui vont suivre tous les films du premier âge d'or des studios. Cette ère débute d'ailleurs en 1937, lorsque Disney sort enfin son tout premier film d'animation, Blanche-Neige et les 7 nains. Il s'agit d'une véritable réussite critique et commerciale. Fort de ce succès, Walt veut donc se lancer dans d'autres productions. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à partir de maintenant, il va courir après l'argent et se transformer en véritable requin. Abonne-toi et active les notifications. Après Blanche-Neige et les 7 nains, les studios se portent bien. Ils sont présents à l'étranger avec les sociétés de gestion de filiales, ils rachètent les 3 sociétés créées précédemment, dont je parle d'ailleurs dans l'épisode 2 de cette série, ils lancent leur première offre d'achat d'actions en bourse, et ils déménagent dans un tout nouveau bâtiment. Walt est satisfait de son premier long métrage d'animation, mais souhaite désormais s'occuper du son. Pour cela, il développe Fantasound. Il s'agit d'un procédé qui permet plusieurs pistes sonores et donc un son de meilleure qualité. Walt effectue ce développement pour Fantasia, qu'il produit en même temps que Pinocchio. D'autres projets sont également en cours. Dumbo et Bambi. Mais aucun de ces nouveaux projets ne connaîtra de succès commercial à la hauteur de Blanche-Neige et les 7 nains. En effet, le monde bascule dans la Seconde Guerre mondiale en 1939. Les studios connaissent également leur première grève en 1941 pendant 5 semaines concernant l'absence de syndicats. Fantasia et Pinocchio, et plus tard Dumbo et Bambi, dépendent en grande partie du box-office européen, marché qui est désormais fermé aux studios. Les recettes sur le sol américain ne suffisent pas et Walt perd de l'argent sur ses films. Il accuse également un manque à gagner, puisque ses équipes travaillent sur la production de films de propagande inédits en détournant des personnages connus ou en retravaillant carrément des productions déjà existantes. Les équipes produisent également des films d'éducation militaire. L'effort de guerre s'illustre ici à travers la puissante propagande du cinéma. Face à ces pertes au box-office et à ce manque à gagner, Walt envoie une partie de ses équipes en Amérique latine pour trouver de l'inspiration et produire des compilations de moyens métrages. Ainsi sortent Saludos Amigos et Les Trois Caballeros, destinés au continent américain et qui permettent de renflouer un petit peu les caisses. Walt vient de faire un premier choix de production purement financier pour sauver ses studios. Plus que ça, Walt décide de partir avec ses équipes en Amérique latine et laisse son frère Roy Oliver signer un accord pour la création de syndicats et la négociation de meilleurs salaires. Par son absence à ce moment crucial, Walt perd sa figure paternaliste et transforme ainsi l'image des studios. Disney fait désormais de l'industrialisation de films. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ces anecdotes des studios durant la Seconde Guerre mondiale dans ma vidéo sur les Gremlins ainsi que celle sur Peter Pan. En parlant de Peter Pan, à la sortie de la guerre, les studios reprennent leurs activités et plusieurs projets sont en cours, comme les prochains longs métrages d'animation Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles et donc Peter Pan, toujours avec le concours des 9 sages Disney. En parallèle de ces dessins animés, Walt se confronte à une situation inédite. Les fonds que la société a gagnés à l'étranger y sont bloqués, et ces fonds frôlent le million de dollars américains. En 1948, Walt crée alors le studio Walt Disney British Films Limited au Royaume-Uni pour utiliser une partie de ces fonds. On y produit alors des classiques, en prise de vue réelle cette fois-ci, comme L'île au trésor ou encore 20 000 lieues sous les mers. Des titres qui vous parlent à coup sûr, même si vous n'avez pas vu les films, mais qui existent pour une seule et unique raison, utiliser les fonds bloqués. Walt a agi en véritable chef d'entreprise. Il s'agit encore une fois d'un choix financier et non plus artistique. Disney fait donc désormais des films en prise de vue réelle et l'un de ses 9 sages quitte l'animation pour s'y consacrer par la suite, Ward Kimball. Mais Walt ne s'arrête pas là. Après tous ces challenges qu'il a relevés et toutes ces complications auxquelles il a su faire face, il se lance dans un nouveau défi en 1952. Disney fait des films d'animation, Disney fait des films en prise de vue réelle, Disney possède une frappe marketing inégalée, Disney est présent dans le monde entier. Mais Walt veut que Disney soit plus concret pour les gens. Il décide alors de créer un lieu où ils pourront rencontrer les personnages du studio pour donner une autre dimension à son univers. Après avoir créé un véritable empire, Walt veut construire son château dans un parc d'attractions avec Disneyland. L'un des 9 sages Disney le rejoint dans ce projet fou pour s'occuper notamment des animatronics de certaines attractions, Mark Davis. En fait, s'il y a bien des artistes qui se sont démarqués chez Disney, ce sont eux, les 9 sages Disney. Et je vous prépare d'ailleurs une vidéo à leur sujet.
Walt crée Wide Enterprise pour ce nouveau parc d'attractions, mais également d'autres sociétés en parallèle pour protéger son nom, pour les produits dérivés, pour les productions non cinématographiques, pour les musiques, mais également une société de distribution très connue, Buena Vista. Il développe également d'autres sièges à l'international. Mais encore une fois, Disneyland est un projet pharaonique qui demande beaucoup d'argent. Walt pense alors à un moyen de financer son nouveau projet fou. Produire une série télé, à l'image des émissions qu'il a pu faire pour promouvoir ses précédentes productions avec NBC, mais cette fois-ci pour la chaîne ABC. Zorro voit ainsi le jour. Disney est donc présent sur grand écran et sur petit écran. Walt le financier a encore frappé. La série télé Zorro est un pur produit commercial créé à l'origine pour financer Disneyland. Vous l'aurez compris, en 1954, Walt est uniquement un businessman à la tête d'un empire gigantesque. Cela se traduit par une industrialisation de tous les projets du studio et une forme de mégalomanie de la part de son patron. La firme a même perdu son surnom de Mouse House, la maison de la souris, pour Mouse Factory, l'usine de la souris. La folie des grandeurs a transformé Walt en véritable requin. Et ce n'est pas fini, car Walt va frapper encore plus fort pour son dernier tour de piste avant de conclure cette période du premier âge d'or Disney. Abonne-toi, active les notifications et like la vidéo.